Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, la rencontre du collectif des Iguanes de l'Ouest avec le PDG d'EDF ce matin. Sur la table, les multiples coupures et l'état du réseau dans la région. Une promesse de Jean-Bernard Lévy, l'Ouest bénéficiera de 20 mégas supplémentaires. Tension aussi entre le maire de Cayenne et le président de la CAF Guyane. Une convention devait être signée entre les deux pour lancer le programme anti-délinquance de Marie-Laure Finéra-Hort. Pas question, répond Patrick Diva, pour qui la CAF reste un organisme public. Et puis la question secoue la gauche à l'approche de la primaire en janvier prochain. Christiane Taubira souhaite-t-elle courir pour la présidence? Une pétition a été lancée en ligne pour réclamer sa candidature. On en parle dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un nom qui sème le trouble entre Marie-Laure Finéra-Hort et Patrick Diva. Souvenez-vous, le maire de Cayenne soumettait la semaine dernière l'idée d'une réduction des allocations pour responsabiliser les parents et tenter de réduire la délinquance. Le président de la caisse d'allocation familiale et le maire de Cayenne devaient signer hier une convention de partenariat. Patrick Diva ne s'est pas présenté. Le point avec Jonathan Lariot. Les propos de la maire de Cayenne dérangent. Lundi, la direction de la CAF de Guyane ne se présente pas à la signature de la convention territoriale des services aux familles. Et pour cause, le premier magistrat de la ville envisagerait de faire appel à la CAF afin de punir les parents qui ne respecteraient pas le couvre-feu, en les verbalisant au niveau de leurs allocations familiales. Et même si ce projet n'en est qu'à sa phase d'étude, il ne plaît déjà pas. Je comprends que certaines familles soient dépassées, mais je crois qu'aujourd'hui, j'estime que nous avons fait suffisamment de prévention. Aujourd'hui, nous devons passer une phase répressive. C'est dans cette optique que j'avais effectivement nommé la CAF comme partenaire pour apporter sa contribution. Je disais simplement qu'à un moment, on pourrait associer à une table ronde les différents partenaires sociaux, dont la CAF, car je pense que chacun doit contribuer à trouver des pistes, en tout cas à trouver des solutions ou à proposer des solutions pour combattre cette délinquance juvénile. En conférence de presse cet après-midi, le président de la CAF explique « La décision a été prise conjointement avec le directeur. Pour lui, ce n'est pas la solution. Hors de question de priver les familles de leurs allocations. » Pourquoi s'attaquer aux prestations sociales alors qu'on sait pertinemment que ces familles vivent déjà dans la difficulté, dans la détresse? Est-ce que le fait d'interrompre ces allocations, de les suspendre, de les réduire, est-ce que ça ne va pas augmenter justement cette insécurité? Il faut connaître les raisons pour lesquelles on a créé la caisse d'allocation familiale. C'était pour justement faire des gosses, les accompagner financièrement pour pouvoir les nourrir et puis pour les parents qui ont des difficultés. Quand vous avez un enfant qui n'a pas reçu d'éducation dès le départ, vous croyez que vous allez le tenir, même lorsqu'il a 10 ans? Vous croyez que vous allez le tenir? On essaie de diversifier les modes d'accueil, on finance justement un certain nombre de projets, de porteurs de projets, pour justement que ces enfants, ces jeunes enfants, puissent avoir la base dès le départ. Pour l'heure, la convention n'est plus à l'ordre du jour, mais le directeur se dit prêt à rencontrer une nouvelle fois la maire et souhaite une signature avant la fin de l'année. Y aura-t-il une deuxième fois? Christiane Taubira franchira-t-elle le pas d'une candidature pour l'élection présidentielle de 2017? La question en tout cas se pose à gauche en vue de la primaire de janvier prochain. Après une première tentative en 2002, l'ex-garde des Sceaux, adulé ou décrié, n'exclut pas mais ne garantit pas une candidature. Pour l'heure, une pétition en ligne a été lancée, un appel à l'aide pour représenter la gauche au combat, disent-ils. Déjà 14 000 signatures ont été recueillies. Caroline Alcide, Stéphanie Puglisi. Si la France continue à s'enfermer dans la peur et si elle y est encouragée notamment par ces discours ultra-sécuritaires. Et si c'était elle? À 6 mois de la présidentielle, le nom de Christiane Taubira refait surface, alors que les socialistes sont toujours en quête de leur homme ou leur femme providentielle pouvant éviter un naufrage historique de la gauche. La Guyanaise s'en amuse et ne dévoile pas, pour le moment, ses attentions malgré les demandes pressantes. Réfléchie et orgueilleuse, Christiane Taubira ne se lancera jamais dans une telle bataille sans certaines garanties, et peut-être même des excuses. Après la débâcle de Lionel Jospin au premier tour de la présidentielle de 2002, la gauche lui était tombée dessus.
Accusé d'avoir siphonné des voix à gauche précipitant la défaite des socialistes et favorisant l'accès de Jean-Marie Le Pen au second tour. Christiane Taubira avait réalisé le modeste score de 2,32% sur le plan national, mais chez nous, quasiment un électeur sur deux avait voté pour elle. Depuis, la Guyanaise bénéficie d'une exposition médiatique nationale, voire internationale, grâce à son passage au gouvernement, lui offrant désormais un statut présidentiable. Reste à savoir si la France est prête aujourd'hui à avoir à sa tête une femme, de plus, de couleur, autant de questions que l'ancienne ministre doit désormais se poser avant de prendre sa décision. Même si le challenge politique ne lui a jamais fait peur, Christiane Taubira sait que c'est un risque politique. Et que pensez-vous de cet appel à une candidature de Christiane Taubira pour 2017 ? Nous vous avons posé la question, même si les Guyanais restent attachés à cette figure politique du pays, les avis sont mitigés. Vos réactions ? J'estime qu'elle a suffisamment donné, il faut laisser la place aux autres. Elle est merveilleuse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a du savoir, mais il faudrait peut-être laisser la place aux autres. Pourquoi pas, une femme au pouvoir, une femme intelligente, je suis d'accord, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne chose pour elle. Bon, si elle a une place dans le truc des présidentielles, c'est une bonne chose. Parce que bon, c'est une femme qui connaît ses travail, qui connaît ses droits. J'aimerais bien qu'elle participe au moins une place. C'est bien qu'une Guyanaise soit... Ouais, une Guyanaise à la place, quoi. Pour la Guyane, ça aurait été une bonne chose, mais la France, trop sceptique, une femme ne pourra pas être présidente. C'est vraiment ce que vous pensez ? Ah oui, je pense ça très bien. Pareil aux États-Unis. Vous avez vu ce que c'est passé. Donc ce sera idéal. On poursuit en politique avec notre invité, le président de la Fédération départementale Les Républicains. Bonsoir Paulin Brunet. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'entendre ces réactions autour d'une éventuelle candidature de Christiane Taubira. Votre avis ? Écoutez, la gauche est dans un état de déconfiture tel qu'un candidat de plus, une candidate de plus, ça ne va rien changer du tout. Et de toutes les manières, le fait même que Christiane Taubira soit peut-être candidate peut porter chance à la gauche, à la droite, pardon, puisque c'est grâce aux 2,5% qu'elle a eu il y a quelques années qui a éliminé le candidat de la gauche à l'époque. Il y a quand même un appel massif des gauches en ce moment pour une candidature de Christiane Taubira. Il y a des questions à se poser quand même. Des questions à se poser simplement. La gauche organise des primaires bientôt. Il y aura des candidats. Si elle veut être candidate aux primaires, eh bien lui en face. En tout cas, je n'ai pour pas vous, d'avis. aucun intérêt particulier à la candidature de Christiane Taubira? Aucun intérêt particulier parce que Christiane est bien, c'est une Guyanaise, c'est vrai, mais dans les postes qu'elle a occupés, notamment au ministère de la Justice, elle n'a jamais fait preuve pour la Guyane d'un intérêt particulier. Alors, si elle est candidate, tant mieux pour la République française. Dans l'autre primaire, celle de la droite, vous représentiez Nicolas Sarkozy, éliminé déjà au premier tour. Une grande déception peut-être pour vous? Non, parce que n'oubliez pas que cette élection est une primaire, c'est-à-dire qu'on choisit au premier tour les candidats qui nous semblent beaucoup plus proches des idées que l'on défend. Bon, à partir du moment où ce candidat n'est plus présent au premier tour, on choisit le deuxième candidat qui se rapproche davantage de nos idées. Et là, c'était François Fillon, puisque Nicolas Sarkozy a donné lui-même le là. Donc, nous nous sommes tous regroupés autour de François Fillon pour faire en sorte qu'il soit élu comme il a été élu de façon brillante. Mais il n'y a pas à avoir de déception particulière parce que c'est quand même à l'intérieur une compétition familiale. Avec quand même vos convictions politiques personnelles, est-ce que François Fillon répond à vos espoirs pour la Guyane et puis pour la France? Eh bien, paradoxalement, François Fillon est venu en Guyane, je l'ai reçu en tant que président d'organisation des primaires, on a eu plusieurs fois des entretiens, plus de 3 heures, et j'ai trouvé en François Fillon un homme absolument attentif et appliqué et dans ce qu'il fait. Et ce n'est pas un homme non plus qui se lance dans la démagogie, à savoir je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela. On a rendu visite d'ailleurs au président de région et au président de la CTG à l'époque, qui l'a reçu, qui l'a écouté. Et je pense que dans la stratégie de François Fillon, ça peut correspondre davantage pour la Guyane à un développement en accord avec l'état budgétaire de la France. Je m'explique. Beaucoup de positions, beaucoup de dispositions chez Fillon
consiste notamment pour les entreprises à alléger les charges fiscales, à étendre la défiscalisation aux logements sociaux, à favoriser la création d'entreprises. Donc autant d'éléments qui ne vont pas coûter directement cher au budget de la nation, mais qui peut donner à l'économie un souffle nouveau dont nous avons besoin. Et qui ressemble aussi peut-être au programme de Nicolas Sarkozy finalement. Ah mais tout à fait. Vous savez, les programmes de la droite sont des programmes qui se ressemblent comme des frères jumeaux, sinon ils ne seraient pas ensemble. Même si les Guyanais ont eu tendance à voter plutôt Alain Juppé dans cette primaire de la droite. Oui, parce que la mobilisation pour Alain Juppé s'est faite autour de maires, les maires de Kourou, de Saint-Laurent-du-Maroni et d'autres, qui ont un électorat ou une clientèle beaucoup plus importante que Nicolas Sarkozy, qui n'en avait pas, d'une part. Et d'autre part, n'oublions pas que Alain Juppé est venu en Guyane. Tout à fait. Reçu. Donc, Nicolas Sarkozy n'est pas venu chez nous. Et peut-être que quelque part, les Guyanais ont pu avoir une petite rancœur légère. François Fillon vient tout juste de remodeler le parti à son image. Bernard Accoyer devient secrétaire général du parti, Laurent Wauquiez vice-président. Y a-t-il du changement à prévoir en Guyane au niveau de la Fédération Les Républicains? Non, parce que il y a un changement au niveau de l'état-major général. En Guyane, les Républicains sont composés de deux choses. Il y a d'abord le président, qui est élu par les militants, je suis un élu, et le secrétaire départemental, qui est nommé par la direction générale. Donc, le secrétaire départemental peut faire l'objet d'un mouvement si la direction voudrait. Mais je ne crois pas... Il y a quand même des couleurs qui changent, des couleurs politiques qui changent avec l'élection. Je ne crois pas que ce soit dans l'état d'esprit de François Fillon actuellement, qui veut avoir une structure apaisée autour de gens qui sont prêts à aller au combat. Nous sommes devenus, non pas la droite la plus bête du monde, mais la plus intelligente du monde. On ne va pas récidiver pour avoir des attitudes que les électeurs ne comprendraient pas. Du point de vue de la population, le nombre de personnes qui ont voté en Guyane était environ 1300 au premier tour, puis 1400. Est-ce qu'on peut dire que la Guyane va compter dans cette élection présidentielle et puis dans ce scrutin ? Non, il ne faut pas tenir compte de ces chiffres. D'abord, c'est une élection de primaire. Tout à fait. Deuxièmement, cette élection a eu lieu un samedi. Les Guyanais n'ont pas, de façon évidente, compris l'intérêt pour eux de choisir entre quelqu'un qui était pour l'identité heureuse, l'autre qui est pour une politique... Voilà. Donc, c'est une nuance très subtile. Et nos populations qui sont habituées à des positions beaucoup plus tranchées entre la droite, la gauche et l'extrême droite, se mobilisent. Mais donc finalement, ça veut peut-être dire que les Guyanais ont fait leur choix. Ils n'ont pas l'intention de voter à droite. Mais non, ça ne veut rien dire, parce que je vous signale qu'il y a 6 ans, la gauche a organisé des primaires en Guyane et il y a eu seulement 1000 votants. Tout à fait. Alors, 1000 votants, nous 1400, je vous laisse tirer les conclusions. Alors au niveau local, d'ici là, est-ce que la Fédération Les Républicains de Guyane va mener quelques actions pour porter plus haut dans cette élection présidentielle la voix des Guyanais? Pas seulement la Fédération. Très bientôt, nous allons organiser un rassemblement beaucoup plus large que le rassemblement, parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans nos idées, mais qui ne se reconnaissent pas forcément dans un parti bien précis, à savoir les Républicains ou autres. Donc il y aura un rassemblement beaucoup plus large pour porter la candidature de François Fillon. Et cette mobilisation se fera d'autant plus forte qu'au mois de janvier, la gauche organise ses primaires. Vous voyez la situation de la gauche, qui ne s'arrange pas avec la candidature de Taubira. Donc les gens verront très bien qu'il y a de côté un parti organisé, avec un programme bien défini, prêt à gouverner la France, en face de François Hollande qui ne sait plus où il habite, un Premier ministre lui aussi ne sait pas s'il peut tuer le père ou pas, et puis d'autres qui se préparent à essayer de prendre le pouvoir. C'est beaucoup de choses qui vont davantage crédibiliser notre action, parce que maintenant la famille est réunie, il ne nous reste qu'une chose, c'est de convaincre les Français et d'assurer une alternance rapide et heureuse. Un dernier mot sur ce que vous étiez en train de dire. Il y a d'un côté la droite, il y a la gauche, il y a aussi l'extrême droite, même si ce n'est pas le propos. Mais que pensez-vous des personnes qui, comme Emmanuel Macron par exemple, se lancent à côté pour éviter de rentrer dans ces idées un peu figées, on va dire, de la droite ou de la gauche et de partis politiques établis, avec un mouvement comme En Marche par exemple? Écoutez,
Ils ont leur chance peut-être. Écoutez, je suis de la droite, je ne comprends pas les complications de la gauche, je suis un homme loyal, je ne comprends pas les trahisons qu'on peut avoir dans d'autres camps. Mais la population, elle peut être touchée par ce type de propos. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui se passe à gauche, avec ces phénomènes, encore une fois, de trahison, de menaces de démission, ne donne pas... Ou de marche à part, Ou de marche à part, ne donne pas une bonne image de la vie politique, où on a l'impression que chaque personnalité dans ce camp-là joue sur son propre camp. Et que les partis se multiplient. À charge même de faire perdre le camp, comme ils ont perdu la dernière fois. Et pour résumer un petit peu ce que nous venons de dire très rapidement, c'est quand même extraordinaire. C'est la gauche qui a donné l'exemple en créant les primaires, et grâce aux primaires, la gauche a gagné son élection. Nous imitons, il faut bien, quand c'est bon, on prend. Nous imitons la gauche en faisant des primaires, nous sommes prêts, et la gauche rechute tout de suite dans ses égarements, en organisant d'une part des primaires, mais également en organisant des candidatures sauvages, parce que M. Macron et d'autres ont dit qu'ils n'ont pas participé aux primaires. Il n'était pas primaires. clairement de gauche au départ quand même. Oui. En tout cas, merci beaucoup Paulin Brunet. C'était passionnant, mais malheureusement, on va devoir passer Mais j'espère que nous allons nous revoir, parce qu'il y a beaucoup d'explications à donner. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et je profite de cette questions. occasion très rapidement pour remercier d'abord la population qui a bien voulu se déplacer pour cette élection, et aussi pour ceux qui ont porté leur suffrage pour François Fillon. Merci Paulin Brunet. On poursuit avec la question de l'octroi de mer porté au plus haut par les DOM. Les élus tentent de convaincre Bruxelles de supprimer dans les demandes de fonds européens cet octroi de mer car il fausserait la donne. Le deuxième vice-président de la CTG, le président de région Guadeloupe ont rencontré la commissaire européenne à la concurrence avant de poser la question à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Objectif, soulager les petites et moyennes entreprises. Reportage Éric Dupuis. C'est toujours compliqué pour les Outre-mer de se faire entendre à Bruxelles. Mais cette fois-ci, le Guyanais Denis Burlot et le Guadeloupéen Harry Chalus ont accompagné Erika Barrage à Bruxelles pour convaincre la commissaire européenne de la concurrence d'augmenter les plafonds d'aide en révisant le fameux RGEC, le régime général d'exemption par catégorie. Il faut simplifier, le RGEC est un moyen de simplifier les procédures, mais il faut continuer à bien protéger notre secteur de très petites et moyennes entreprises. Donc nous avons fait des demandes concrètes. Nous voulons que, par exemple, l'exclusion de l'octroi de mer de ces règlements soit confirmée aussi dans un temps que nous souhaitons, nous, autour de mars. L'octroi de mer, Bruxelles a voulu l'éradiquer avant de l'intégrer finalement dans le RGEC. Les élus, poussés par les représentants d'entreprises, veulent aujourd'hui qu'il devienne une source d'aide en plus du RGEC. Ils avaient mis un barème où les entreprises ne devaient pas dépasser un plafond que de 30%. Sans l'octroi de mer, les entreprises dépassent déjà ce plafond. Donc avec l'octroi de mer, ça aurait été l'explosion. Donc mieux vaut enlever l'octroi de mer et augmenter le plafond, comme l'a expliqué la ministre, ce qui permet aux entreprises d'avoir une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir investir, recruter et voilà, avoir quand même une meilleure lisibilité sur les années à venir. Au-delà de l'octroi de mer, il y a aussi l'industrie du rhum qui pourrait être exclue du régime de plafonnement d'aide. L'Europe donnera son avis sur ces questions autour du 8 décembre. Vous avez suivi hier le mouvement de grogne du collectif des Iguanes de l'Ouest à Saint-Laurent suite à une prétendue annulation de la rencontre prévue avec le PDG d'EDF en Guyane depuis dimanche. L'entrevue a bien eu lieu ce matin en mairie. Une vingtaine de citoyens ont pu rencontrer Jean-Bernard Lévy en présence du préfet de région et du président de la CTG. Elsa González. Effectuant entre le bras droit du président de la compagnie et porte-parole des Iguanes. En sortie de réunion, ces derniers semblent contrariés. Quand on a rappelé les faits après les reproches de M. Lévy qu'il avait prévu de venir, qu'il n'a pas compris notre action d'hier, on a rappelé les faits que c'était les services de la sous-préfecture qui nous avaient induit, qui nous avaient transmis ces messages. Alors monsieur le préfet de Guyane s'est levé de table grossièrement, je dis bien grossièrement, avec un manque de respect pour la population guyanaise. Mis à part cet incident, parmi les demandes du collectif, une seule a été accordée. 20 MW vont être rajoutés d'ici 2017. Les 20 groupes qu'ils ont promis pour l'année 2017, on reste sur l'année. Ils nous ont promis janvier, mais janvier c'est pas sûr.
Donc il y a des groupes qui sont partis qui étaient défectueux, 5 qui sont mis en place pour l'instant et 15 à venir pour l'année 2017. Une mesure provisoire en attendant le dédoublement de la ligne prévue pour 2021 et 2023. Une petite victoire donc pour ce jeune collectif. Créé au mois de juillet dernier suite à des coupures d'électricité répétitives, les Iguanes rassemblent cette partie de la population qui en a ras-le-bol de subir. Ils appellent la population à les rejoindre via des réunions d'information. Je suis rentré dedans via la page Facebook dernièrement, ce qui m'a permis d'accéder à cette communication. Mais je connais pas énormément, je sais juste que c'est un collectif de citoyens et ça m'intéresse puisque moi je pense que les collectifs de citoyens peuvent porter énormément la voix du coup des citoyens puisque c'est pas des associations, elles n'ont pas le même rapport avec l'État. Avec une démographie grandissante, des solutions en termes d'énergie dans l'ouest guyanais et plus largement en Guyane sont urgentes à trouver. Dans le même temps, le collectif citoyenne membre du COSEG a manifesté ce matin devant le siège d'EDF à Cayenne pour apporter son soutien aux habitants de l'Ouest. On écoute un des participants au micro de Caroline Alcide. Les citoyens et citoyennes de Guyane luttent contre toutes les formes d'insécurité. L'insécurité énergétique en est une. Et nous voulons aussi que des membres de la société civile et de la population prennent part à la PPE. Et aussi, nous mettons l'accent sur le remboursement lors des coupures, lors des avaries. Il y a des difficultés quant au remboursement par rapport à EDF et nous mettons l'accent sur tous ces problèmes. Justement, il y a des difficultés, il faut vraiment montrer patte blanche pour se faire rembourser. Et sachez que tout le territoire mérite une énergie stable. Donc nous travaillons en ce sens et nous serons vigilants sur la PPE. On nous a donné quelques pistes il y a quelques minutes, on est venu à notre rencontre et nous aurons prochainement un rendez-vous. C'est le cri d'alerte de la CGPME. Les dettes du centre hospitalier de Cayenne plongent les sociétés locales dans le rouge. Tout partirait d'un article du France Guyane dans lequel l'Agence régionale de santé affirme que 15 millions d'euros d'aide ont permis au char de payer ses fournisseurs. Faux, selon Joëlle Prévost-Madère, la présidente de la CGPME, assure que de nombreuses factures restent impayées à ce jour. On l'écoute. Concernant le monde de la santé, le secteur de la santé, même si vous n'êtes pas payé, vous ne pouvez pas arrêter de fournir en produits l'hôpital. Alors on vous dit, mais il n'y a pas de problème, vous savez très bien que vous serez payé. Oui, on sera payé, mais on sera payé quand j'aurai peut-être, moi, largement eu le temps de fermer, de licencier des salariés et tout. Donc, c'est bien pour cela que l'on dit, cette situation n'est plus acceptable. Ce qu'on attend et ce qu'on demande, c'est que l'argent qui est censé avoir été versé d'après les propos de l'ARS, l'argent qui aurait été versé, 15 millions d'euros, pour payer en partie partiellement les entreprises, les fournisseurs donc des hôpitaux de Cayenne, que cet argent soit payé, permettre de payer les factures que ces entreprises ont vis-à-vis soit du char, soit du chag. Voilà ce que nous attendons. Que l'entreprise puisse récupérer à minima, qu'il y ait une réduction des délais de paiement. Lorsque vous en avez une qui est à 12 mois, mais au moins qu'on lui paye les factures des 6 premiers mois pour qu'elle ne soit plus qu'à 6 mois. Mais encore une fois, une entreprise ne peut pas continuer à être le banquier des structures publiques. On va maintenant parler tumbling avec les 4 jeunes qui font la fierté du club acrobatique de Saint-Laurent. Ils représentaient la Guyane dans le championnat de France les 18 et 19 novembre dernier. Face à eux, les 7 meilleures équipes de France et de rudes conditions. Pas de quoi empêcher nos athlètes d'accéder à la 4e place au classement final. La présidente du club de gymnastique s'est exprimée au micro d'Elsa Gonzalez. Être qualifié et sélectionné sur cette compétition, c'était une première victoire. Donc ensuite, nous, notre objectif, c'était d'essayer d'aller jusqu'en finale. Donc ça s'est très bien passé, puisqu'ils ont atteint les finales à l'issue des qualifications en étant juste 5e. Et puis à l'issue des finales, ils ont réussi à grignoter une petite place et ils terminent 4e, qui est pour nous la place qu'ils méritent. C'était difficile d'arriver plus haut par rapport au niveau, on était vraiment face à du très haut niveau.
Et nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. On a encore du progrès à faire. Et tout ça, c'est lié à plein de contraintes qu'il faut qu'on arrive à gérer ici. En Guyane, nous, on a une piste de 12 mètres et on arrive à mettre que 5 touches. En métropole, on a dû s'adapter et rajouter des touches supplémentaires, des 8 touches, on va dire. Et pour nous, c'est ça qui fait que voilà, on a le talent de s'adapter n'importe où et sur n'importe quelle piste. Mettons-nous l'eau à la bouche pour finir. Les fêtes de fin d'année approchent et pour patienter jusqu'à Noël, petits et grands gourmands ont pu ouvrir la première case de leur calendrier de l'Avent. En Martinique, il est devenu l'un des produits phares des fêtes. Regardez ce reportage signé Frédéric Mazy et Michelet François. J-3 avant le mois de décembre. Mission calendrier de l'Avent pour cette maman de 2 enfants, mais elle reste bredouille. Dans ce supermarché pénurie, le rayon est quasiment vide. Là, c'est pas trop Noël. Et là, il en reste plus qu'un alors que j'ai plusieurs enfants. Donc c'est difficile. Vous y êtes pris trop tard, vous pensez? C'est jeudi, le 1er décembre, donc non, je pense pas. Vous êtes un peu déçu? Ouais. Autre magasin, et ici il reste encore un peu de stock. Il y en a pour tous les gourmands, chocolat blanc, noir ou encore au lait. Les marques jouent le jeu et le design du calendrier est soigné. Les fournisseurs suivent l'actualité locale et tout ce qui se passe, on peut voir également tous les films qui peuvent sortir. Tout le monde s'adapte aujourd'hui au calendrier de l'Avent pour justement pousser les ventes qui étaient jusqu'à ces dernières années, on peut dire, peu importantes. Le secteur du jouet n'a pas échappé au phénomène. Ici, on réapprovisionne les stocks. Et voilà, super. Voilà, tu mets une belle affiche et puis ça sera parfait. Tu la mets juste en haut, c'est bon. Les calendriers sont visibles dès l'entrée. En 2 semaines, il s'en est vendu plus de 300. Pas de chocolat à découvrir chaque jour, mais bien des figurines. Bill, on mise beaucoup dessus parce que c'est des petits sujets qu'on ouvre jour après jour et puis c'est du durable, que les chocolats, ça se consomme et donc du coup après on oublie, mais les petits calendriers de l'Avent justement avec les jouets, c'est pour but aussi que les enfants après ça leur fasse un présent en complément de Noël. Outre la niche commerciale, l'Avent est une période particulière pour les catholiques. Le calendrier de l'Avent ne représente rien du tout et plutôt nous connaissons plutôt l'Avent. Et l'Avent c'est un mot qui vient du latin adventus qui veut dire événement. Et c'est le temps, 4 semaines de préparation à l'événement de Noël. Nous aurons un temps fort tous les jeudis de l'Avent, donc avec un temps de prière, un temps d'adoration et un temps de partage. Entretenir la magie des fêtes jusqu'au pied du sapin avec un cadeau quotidien semble être la préoccupation de bon nombre de Français. Le leader du chocolat a déjà vendu près de 4 millions de calendriers, soit près de 30% de plus que l'an dernier. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés. La rencontre du collectif des Iguanes de l'Ouest avec le PDG d'EDF ce matin, entretien sous tension après les manifestations d'hier. Une promesse de Jean-Bernard Lévy, l'Ouest bénéficiera de 20 mégas supplémentaires. Tension aussi entre le maire de Cayenne et le président de la CAF Guyane. Une convention devait être signée entre les deux pour lancer le programme antidélinquance de Marie-Laure Finera-Hort. Pour Patrick Diva, la CAF doit remplir son rôle d'organisme public. Et puis la question secoue la gauche à l'approche de la primaire en janvier prochain. Christiane Taubira souhaite-t-elle courir pour la présidence? Une pétition en ligne a été lancée pour réclamer sa candidature. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le 20h de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain, même heure. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.